Bonjour à tous, Rémi Shrivastava, docteur en neurosciences avec comme spécialité la migraine. On va discuter une bonne demi-heure de qu'est-ce que la migraine, des nouveaux traitements de la migraine, essayer aussi d'expliquer en quoi ça consiste, comment elle fonctionne, et après je répondrai à l'ensemble de vos questions. Donc, si je vous dis quel est le point commun entre Freud, Jules César, Frédéric Chopin ou encore Victor Hugo, vous l'avez deviné, c'est que l'ensemble de ces personnages souffraient de migraine. Et en fait, la migraine est bien plus répandue qu'on peut le penser. Il y a beaucoup de personnes, des grandes stars aussi, comme Serena Williams, qui ont beaucoup souffert de la migraine. Et d'ailleurs, Serena Williams qui avait écrit beaucoup d'articles pour expliquer comment elle avait pu conjuguer ses entraînements sportifs et la migraine. Et la migraine, ça date, ça fait un petit moment qu'on en parle. C'est un médecin grec qui s'appelait Arrêté, qui, au IIe siècle après Jésus-Christ, a commencé à étudier sur certains de ses patients cette maladie, qu'il a qualifiée comme maladie loin d'être bénigne, dont les symptômes sont inconvenants et atroces, suffisants pour rendre le patient las de vie. Donc déjà, c'est lourd de sens sur comment déjà on percevait la migraine à l'époque. C'est lui qui a instauré le premier terme de hétérocranie, qui est ensuite devenu hémicranie parce que la douleur migraineuse est majoritairement localisée sur un seul côté de la tête. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais majoritairement. Puis le terme maigrine est arrivé et s'est transformé progressivement en migraine. La migraine, elle est dans les premières places. Elle est à la 3e position et à la 5e position. À la 3e position, des maladies les plus fréquentes selon le classement de l'OMS. C'est-à-dire que la migraine, elle est plus courante que le diabète, elle est plus courante que l'asthme, elle est plus courante que les maladies cardiaques. La migraine, c'est la 5e maladie la plus invalidante au monde. Elle est à la 2e place si on considère la tranche des patients de 10-24 ans. Dans la population, la migraine, on l'estime à 20% de la population adulte. Alors, on verra tout à l'heure que la migraine a plusieurs types de critères. Et si on considère, vous allez pouvoir, en faisant un peu de bibliographie peut-être, vous allez voir qu'il y a plusieurs chiffres. Il y a des fois du 20%, il y a des fois du 10%. Le 20%, il est si on considère tous les critères de la migraine moins 1. Et on parle de migraine probable. Et là, on arrive à regrouper 20% des patients. Si on considère la migraine stricte, c'est-à-dire des patients qui répondraient à exactement tous les critères précisément de la migraine, là, on est à peu près à 10%. Les enfants sont touchés également, et 10% des enfants sont atteints de migraine. Et c'est une maladie féminine, avec 3 femmes touchées pour un homme en moyenne. Il y a aussi des différences géographiques. Malheureusement, nous, en Europe, on est les plus touchés. Vient ensuite l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, et où on trouve le moins de personnes migraineuses, c'est en Asie. Alors, la migraine, pour commencer à l'expliquer doucement, on va rentrer progressivement dans le sujet. Il y a déjà une part de facteurs génétiques. Peut-être que certains d'entre vous ont des parents qui sont migraineux ou eux-mêmes on souffre de migraine et ont des enfants qui sont migraineux. Et effectivement, les études estiment que le caractère héréditaire de la migraine peut être estimé à peu près 42%.
Ces données-là sont cependant issues d'un type de migraine un petit peu particulier qu'on appelle la migraine hémiplégique familiale, donc qui par définition est une migraine mais qui va associer une hémiplégie. C'est celle-ci où le caractère héréditaire est le plus important et donc c'est celle-ci qu'on étudie majoritairement. Dans les études qui ont pu être menées, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 grandes mutations. Une première qui est au niveau d'un canal qui est impliqué dans la neurotransmission, donc qui nous fait dire, bah oui, il y a peut-être finalement un problème au niveau de la transmission de l'information, voire même de la douleur au niveau du cerveau. Ensuite, on a une autre mutation qui va toucher les astrocytes. Les astrocytes, ce sont les cellules qu'on appelle les cellules gliales, qui sont les cellules qui vont apporter le soutien aux neurones. Et elles ont besoin d'énergie pour fonctionner. Là, à travers les pompes sodium-potassium, et bien, là, il y a aussi des dérèglements et des mutations qui ont été retrouvées pour ce gène. Et enfin, au niveau du canal NAV, qui est impliqué en fait dans l'excitabilité des neurones. Et cette notion d'excitabilité, elle est très importante parce qu'on va la retrouver, prochainement. Alors, je fais juste un contrôle sur le chat pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Ok, je pense que tout va bien. Ah, quelqu'un est en train de taper. Je laisse juste parce que je n'ai pas le double contrôle. Tout est OK, super. Eh bien, allez, je reprends mon diapo et on continue. Donc, la migraine, souvent, en fait, on l'associe à un mal de tête. Or, c'est faux. La migraine, ce n'est pas un mal de tête. La céphalée, le mal de tête, est un symptôme que l'on peut effectivement retrouver dans la migraine. Dans certains rares cas, il arrive que des patients aient des migraines, mais sans pour autant avoir cette céphalée. Donc, on ne peut pas dire que la migraine est 100% seule une céphalée. Et on va voir comment elle évolue, cette migraine. On va mieux comprendre tous les symptômes qui peuvent être associés à celle-ci. La migraine, déjà, elle commence par une phase qu'on appelle les prodromes. Les prodromes, ça dure de quelques heures, si on a de la chance, à quelques jours. Quelques jours où le patient va commencer à ressentir, alors là, tous les symptômes qui sont listés, ils ne sont pas exhaustifs, ça peut varier bien sûr d'un patient à un autre, mais globalement, le patient commence à ressentir une fatigue, parfois intense, de l'irritabilité, un sentiment de dépression ou des raideurs musculaires, des douleurs articulaires, des troubles du sommeil et parfois même une sensibilité à la lumière qui commence à apparaître. Puis vient ensuite, alors je précise juste que les phases là que je suis en train de vous montrer, elles sont schématisées, mais il faut imaginer qu'elles s'imbriquent les unes avec les autres et que finalement il y a un petit schmilblick qui se met en place. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle les auras. L'aura migraineuse, elle n'est pas ressentie par tous les patients. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure pourquoi elle n'est pas ressentie par tous les patients. L'aura migraineuse, en fait, c'est avant même, là, dites-vous que le patient, là, il n'a pas encore mal à la tête. Là, sur cette aura migraineuse, les troubles visuels sont prédominants, donc on parle souvent de aura visuelle. Il y a parfois même une perte temporaire de la vue, mais aussi ça peut atteindre d'autres aires du cerveau avec des fois ce qu'on appelle des paresthésies, c'est-à-dire des engourdissements, des fourmillements qu'on peut ressentir dans les membres, ou voire même une paralysie partielle. Il y a certains qui peuvent avoir des troubles du langage, etc. Alors, des fois, on dit, moi, je souffre de migraine avec aura, des fois de migraine sans aura. Effectivement, c'est bien de préciser. Par contre, on est sur de la migraine. Il n'y a pas, on est sur le même mécanisme. C'est juste qu'on verra que l'aura, parfois, se fait ressentir chez les patients et parfois, elle passe inaperçue. Et ça, de 5 minutes à 2 heures, pour ensuite seulement commencer à ressentir la douleur. Et là, on arrive
sur la crise de migraine, qui dure en général de 4 à 72 heures, donc on voit que c'est très variable. Et là, on a une douleur qui est intense, qui est très, très intense, où on va avoir certes la céphalée, c'est-à-dire le mal de tête, mais également des nausées, des vomissements, parfois sensibilité extrême à la lumière. Souvent, les patients migraineux vont vous dire, bah, moi j'ai besoin de me mettre dans le noir, allongé, dans un lit, et de n'entendre personne. Et ensuite, pendant 1 à 2 jours, on est sur la phase des post-dromes, donc là où la douleur va s'estomper. On revient un peu comme pour les prodromes, hein, avec une fatigue intense, parfois des troubles de la concentration, qu'on va voir tout à l'heure ce qui se passe un peu dans le cerveau. On comprend que ça a été une vraie épreuve, hein, pour le patient. Alors, la migraine, ce qui est compliqué et ce qui explique aussi, hein, qu'il y ait des fois des incompréhensions entre le médecin et le patient, c'est que souvent le patient arrive en disant, ben moi, je souffre de migraine, j'ai toujours eu des migraines, bonjour monsieur le médecin, j'aimerais bien que vous traitiez mes migraines. Cependant, on ne peut pas traiter un patient de cette manière-là, parce que la migraine, elle est certes bénigne, on ne meurt pas de la migraine n'entraîne pas des tumeurs du cerveau, elle est juste extrêmement douloureuse et invalidante, mais c'est un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire qu'il y a des choses beaucoup plus graves, qui ne sont pas bénins du coup, qu'il faut absolument exclure au départ avec un patient. Donc, c'est pour ça que quand vous allez voir votre médecin, il est obligé de faire un examen au départ qui est très général, d'examiner tous les signes vitaux, de faire un examen neurologique qui va être approfondi et de rechercher tous les signes neurologiques qui pourraient être associés. Et parfois, il y a besoin d'imagerie, il y a besoin d'examens, etc. Et ça peut être des processus qui sont relativement longs et qui suscitent souvent une incompréhension de la part des patients. Ou des fois, c'est à l'inverse. On a donné trop vite un traitement parce qu'on s'est basé sur le fait que c'était une migraine. Et derrière, on se retrouve avec des patients qui sont en échec thérapeutique et qui tournent toujours autour du même traitement. Par exemple, si un patient qui ferait une céphalée à un moment donné, donc là, ça doit tout de suite alerter le médecin, hein. Ça peut être une hémorragie, ça peut être un accident ischémique. Et là, pour le coup, on est sur une urgence. Donc, si on n'a pas tout ce passé derrière, ça peut être compliqué. Des céphalées qui sont d'apparition progressive, et surtout si elles sont d'apparition récente. Alors ça peut évoluer en crise, mais si elles sont d'apparition récente, et là, on peut suspecter des tumeurs cérébrales, etc. La céphalée à répétition, donc la céphalée primaire, où là, d'accord, on peut envisager la migraine. Et puis, pour certains des patients, la fréquence augmente drastiquement. Et on estime à peu près, alors les chiffres font débat, alors moi j'aime bien être large, entre 2 et 10% selon la littérature, de patients migraineux chroniques. Et là, on est sur des patients qui font au moins 15 jours de migraine par mois. Donc quasiment 1 jour sur 2, ils sont en crise de migraine. Pour aider et mieux comprendre à diagnostiquer la migraine, il y a eu ce qu'on appelle une classification des céphalées et l'IHS, qui est l'International Headache Society, qui a établi des critères très précis. Et le premier des critères, c'est avoir fait au moins 5 crises. Parce qu'une migraine qui n'évolue pas en crise n'est pas finalement une migraine et on doit suspecter autre chose. Ensuite, ce sont des crises de céphalée de 4 à 72 heures, rarement plus. Si elles font plus de 72 heures, il faut aller s'orienter, il faut investiguer sur d'autres, sachant qu'il y a toujours des exceptions chez les patients. Mais elle va avoir des critères. Elle doit être soit unilatérale, soit pulsatile, une intensité modérée à sévère et aggravée par l'activité physique.
Et ces critères sont très importants parce que finalement, quand on va faire après la distinction entre des céphalées de tension, des névralgies d'Arnold ou plein d'autres types de céphalées, finalement, certaines sont diminuées par l'activité physique, certaines sont diminuées par la position, augmentées pardon, par la position allongée, alors que le migraineux, justement, va essayer de toujours se mettre allongé. Et donc, ce sont autant de détails qui sont extrêmement importants pour poser le diagnostic de la migraine. Et puis, il faut également associer des nausées, des vomissements ou de la photophobie, donc sensibilité au bruit, ou de la phonophobie, pardon, c'est l'inverse, photophobie, sensibilité à la lumière, ou phonophobie, la sensibilité au son. Et bien sûr, un des critères de diagnostic principal est qu'il faut avoir écarté toutes les autres pathologies possibles. Donc, vous comprenez que pour le médecin, le diagnostiquer finalement la migraine, c'est un long parcours. C'est un long parcours et peut-être que là maintenant vous comprenez mieux justement l'incompréhension des fois qui peut se susciter de la part de certains patients. Les facteurs déclenchants de la migraine. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que la migraine, chacun a ses facteurs déclenchants qui peuvent varier. Le stress, on est en est un. Les hormones, les variations hormonales du cycle menstruel en est un autre. Et ce qui est important, c'est de se dire, on a énormément de symptômes, de facteurs déclenchants différents, qui vont entraîner finalement le déclenchement d'une migraine. Mais entre fumer, l'alcool, avoir senti un parfum, avoir sauté une nuit de sommeil ou être stressé, on est quand même sur des facteurs déclenchants qui sont très différents les uns des autres. Et finalement, ils amènent tous à une chose qui est le déclenchement de la crise de migraine. Et donc, je vais essayer progressivement de vous expliquer cela. C'est là où on va rentrer un peu dans la pathologie, la physiopathologie de la migraine, et je vais essayer de rester quand même très simple, mais en allant un peu dans les détails. Il y a une chose que j'aime bien, moi, comme définition de la migraine, c'est que la migraine est une intolérance du cerveau au changement. Et à travers ça, on comprend quand même beaucoup de choses. On comprend pourquoi, dès que le cerveau, en fait, finalement, est dans une routine, les choses peuvent aller très bien. Puis, un excès de stress, il faut imaginer le verre d'eau. Un excès de stress, à un moment, et hop, ça déborde. On saute un repas et hop, on peut déclencher une migraine. On va manger très gras ou alcoolisé sur une fête et hop, on peut déclencher une migraine. On va avoir un voyage, on va être jet-lagué et on peut pouvoir déclencher une migraine. Ou parfois même, il suffit pour certains patients d'aller en altitude, de redescendre au bord de la mer pour que ça suffise à déclencher des migraines. Et en fait, tout ce qui est un changement est interprété par le cerveau et finalement est susceptible d'entraîner une migraine. Je reviens sur le chat une seconde pour être sûr qu'on n'ait pas des problèmes de connexion. Ça m'a l'air tout bon. Super. Alors, on va parler brièvement, mais il faut qu'on fasse un petit peu quand même d'anatomie simple pour comprendre. L'hypothalamus. L'hypothalamus est en partie. Dites-vous que tout ce que je vais vous dire là, c'est pas figé. Les neurosciences progressent beaucoup. On essaye de comprendre de plus en plus comment ça fonctionne. Il y a toujours de l'évolution et puis c'est jamais acté. Donc là, on va parler de l'hypothalamus parce qu'effectivement, c'est un des noyaux principaux finalement qui est impliqué dans la migraine. Mais il y a aussi le thalamus et puis il y a plein d'autres choses. Si vous faites un peu de bibliographie, vous verrez que c'est pas figé là-dessus. Qu'est-ce que l'hypothalamus? Une glande impliquée dans... Là, on a résumé à sommeil, cycle, jour-nuit, la faim, les hormones. Mais en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est très large. C'est une glande qui va qui va intégrer énormément de facteurs extérieurs. Mais cette glande, elle a une petite particularité, c'est qu'elle est traversée par des voies. Donc, des voies qu'on appelle de modulation de la douleur. On les appelle aussi les voies descendantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
quand l'information arrive au cerveau, je me suis tapé sur la main et du coup, je ressens une douleur, on est sur des voies montantes. Et après, au bout d'un moment, le cerveau, il dit, ouh, on se calme, là, j'ai une petite douleur, maintenant, on va contrôler tout ça et on parle de voies descendantes. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer un petit schéma. Mais dites-vous que voilà, ces voies descendantes passent par cette hypothalamus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé chez les patients migraineux, en imagerie, que cet hypothalamus était hyper excité durant les crises. Et j'ai mis entre parenthèses entre les crises également, parce qu'il y a beaucoup plus d'études maintenant qui sont en train de sortir et qui montrent qu'on a des zones du cerveau, et notamment peut-être l'hypothalamus, qui serait aussi dans un état d'hyperexcitabilité et d'hyperactivité finalement, même entre les crises de migraine. Alors, on est sur la diapositive physiopathologique. Donc, on va prendre cette diapositive doucement, mais elle va nous expliquer simplement qu'est-ce qui se passe en fait dans le cerveau du patient migraineux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on voit qu'on a un cerveau. Je vais prendre mon petit pointeur laser, s'il veut me le donner. Hop, voilà, pointeur laser. Donc, on a notre cerveau, on voit qu'il y a le cortex en haut avec des aires du cerveau, donc M pour les aires motrices, S pour les aires sensitives et V pour les aires visuelles. Je n'ai pas tout détaillé, mais prenons ça déjà en exemple. On voit notre hypothalamus qui fonctionne souvent étroitement avec le thalamus. Et dans le tronc cérébral, la partie en bas, on a mis quelques glandes qui sont impliquées justement dans la modulation de la douleur. À droite, on a notre partie qui est intercrise, et puis ensuite notre crise de migraine, donc avec la phase des prodromes et les auras, puis la phase de crise de migraine. Alors, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que le cerveau, il ne fait jamais mal. On n'a pas de récepteur à la douleur dans le cerveau. En d'autres termes, si on met un pieu dans la tête de quelqu'un, il n'a pas mal au cerveau, mais il va avoir mal aux structures qui sont autour. Et en soi, on a ce qu'on appelle les méninges. Les méninges, c'est l'enveloppe du cerveau. Cette enveloppe du cerveau, elle est innervée avec des récepteurs du coup qui vont être sensibles pour le coup à la douleur. Elle entoure tout le cerveau et elle contient aussi des vaisseaux. Et ces vaisseaux ont eux aussi des récepteurs à la douleur. Et donc, c'est ces méninges-là qui vont finalement entraîner la douleur chez le patient. Et on va voir comment. Alors, pour entraîner une douleur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'à un moment donné, je me tape avec un marteau sur les doigts, il faut à un moment qu'il y ait de mon doigt jusqu'à mon cerveau des nerfs qui passent pour acheminer l'information. On a ces nerfs-là au niveau des méninges, et ce sont ces mêmes nerfs qui viennent innerver la face et le cuir chevelu d'un point de vue sensitif. On parle souvent des nerfs crâniens, donc là on est sur la 5e paire, qui s'appelle les nerfs trigéminaux. On parle aussi du nerf trigéminal. Donc ce nerf, il a un nom certes un peu bâtard, mais en gros c'est quoi? C'est 3 branches, 3 fibres nerveuses qui viennent innerver les méninges et le haut de la tête et le cuir chevelu, et etc. L'information se réunit dans un ganglion et est intégrée en bas, tout en bas du cerveau, en bas du tronc cérébral, dans une zone qu'on appelle le complexe sensitif du trijumeau. Voilà, c'est le nerf, c'est les trijumeaux. Donc, on a appelé ça le complexe sensitif, où toutes les informations sensitives vont être réunies à ce niveau-là. Prenons en haut à droite. Ça, c'est l'état anatomique. On y est. On ne va pas plus loin en anat. Pendant les crises, on a vu qu'il y avait un facteur génétique, avec des patients prédisposés à avoir des crises de migraine. On a vu qu'il y avait également une altération donc, de notre hypothalamus, qui est ici en rouge, avec notamment des voies de la douleur qui vont s'afficher en jaune, avec des voies de la douleur qui sont les voies descendantes et qui descendent comme ça du cortex en passant par l'hypothalamus
et qui vont redescendre jusqu'au complexe sensitif du trait jumeau. Et on sait que chez le patient migraineux, on a un cerveau qui a un état d'hyperexcitabilité. Les aires, certaines aires du cerveau, là j'ai schématisé tout le cerveau, mais on parle de certaines aires du cerveau qui ont cette capacité à être constamment dans un état d'hyperexcitabilité. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est tout simple, c'est ce qu'on peut avoir dans une relation à deux. Vous avez l'hypothalamus qui est normalement censé dire à l'information douloureuse « on se calme, tout va bien », mais elle fait, en soi, il ne fait pas totalement son travail, et on vient stimuler par des influx constamment le complexe sensitif du trijumeau en bas. Qu'est-ce qui est fait? Eh bien, imaginons dans une relation à deux, eh bien, c'est peut-être une petite chose, mais à force qu'on vous pique, on vous dit, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il y a un moment donné, il y en a un qui peut exploser. Eh bien, c'est un peu ce qui va se passer. Et on a un jargon en neurosciences où on parle de sensibilisation. Et le complexe sensitif du trijumeau est sensibilisé, c'est-à-dire que derrière, il va faire, comme nous, on pourrait faire avec quelqu'un, il va surréagir lui aussi. Là, vous avez la photo de ce qu'est le cerveau d'un patient migraineux entre les crises, avec une zone, un cerveau qui est hyper excitable, avec une sensibilisation du complexe sensitif du trijumeau. Là, maintenant, on va rentrer dans la crise de migraine. Alors, on a dit, la crise de migraine, elle commence par des facteurs déclenchants, peu importe lequel. Les facteurs déclenchants sont intégrés, du coup, au niveau de l'hypothalamus. Toutes les informations entrent là. Et il faut imaginer l'hypothalamus comme un verre d'eau. À un moment donné, l'hypothalamus, il va exploser et il va déborder. Et là, il se passe quelque chose dont en neurosciences, on a encore du mal à expliquer exactement. Il va se passer ce qu'on appelle un orage nerveux qui va se propager de l'arrière du crâne vers l'avant. Alors, je parle d'orage nerveux, le vrai terme est dépression corticale, envahissante, parce qu'elle envahit tout le cerveau, qui va se propager lentement hein, de l'arrière du cerveau vers l'avant. Et il faut imaginer que tous les neurones vont décharger. Il y a un emballement électrique complètement fou qui va se passer dans le cerveau. Cet emballement électrique là qui va se passer, il commence vers l'arrière. Là où on a en plus des neurones hypersensibles à ce phénomène, qui sont, là, on le voit, V1, V2, les neurones de l'aire visuelle. Ce qui explique qu'en stimulant fortement cette aire du cerveau, les patients disent majoritairement, moi j'ai des auras visuelles, avec des hachures devant les yeux, des scintillements, etc. Et puis pour d'autres patients, peut-être que cette dépression corticale, cet orage nerveux, va passer dans d'autres aires qui ne vont pas se manifester par des symptômes et finalement vont avoir aucune conséquence. Pour certains, ça va passer par l'aire du langage, par les aires motrices, par les aires sensitives. Et là, on va avoir des troubles de la motricité, des troubles du langage, des troubles sensoriels. Cet orage nerveux, là, on voit où on en est. Dites-vous qu'on n'est toujours pas dans la phase de crise, dans la phase où on a mal à la tête. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cet orage nerveux, il va libérer tout un tas de substances, des protons, bref, tout un tas de substances qui vont venir au niveau des méninges, qui, elles, ont des récepteurs justement un peu sensibles à ces substances-là. Et là, les méninges, elles vont dire, oula, il y a un truc qui ne va pas, je vais envoyer l'information à mon complexe sensitif du trait jumeau. Donc, c'est la petite flèche qui arrive en rouge, ça passe par la première branche, hop, et ça envoie l'information au complexe sensitif du trait jumeau. Mais rappelez-vous, le complexe sensitif du trait jumeau, il est un peu hypersensible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va faire monter l'information là-haut et il la faire remonter fortement même. À partir du moment où l'information qu'on a vue en vert arrive justement au niveau du cerveau, quand elle arrive à ce moment-là dans le cortex, c'est seulement à ce moment-là que le patient dit « Ah, ça y est, j'ai mal ».
Avant, ils n'avaient toujours pas ressenti la douleur. Peut-être les symptômes de l'aura, etc., mais ils n'avaient toujours pas ressenti la douleur. Et là, on rentre dans la phase des céphalées. Et on est dans la crise de migraine. On pourrait aller encore plus loin. On va s'arrêter par là. Je vais juste rajouter une petite flèche parce qu'il va se passer qu'au niveau des méninges, les méninges vont vouloir se protéger. Elles vont libérer, en fait, c'est au niveau du ganglion que ça va être libéré, mais on va avoir des substances qui vont être libérées, des substances inflammatrices qui sont là, naturellement, parce que c'est une réaction de défense du corps. L'inflammation est parfois nécessaire. Et donc là, on a cette réaction de défense, et donc on a des substances qui vont être libérées, et je vais en citer qu'une seule, c'est le CGRP. Pourquoi? Parce qu'on va en reparler dans les traitements, et il est en train de faire polémique en plus en ce moment. Donc, vous comprenez que le CGRP qui est libéré au niveau des méninges, qu'est-ce qu'il fait? Il entraîne de l'inflammation. L'inflammation, sur les récepteurs à la douleur, qu'est-ce que ça fait? Ça revient, ça redescend et ça vient encore stimuler le complexe sensitif du trijumeau qui renvoie la formation vers le haut. Et là, le patient il dit « Aïe, j'ai encore plus mal ». Et d'où l'intensité de la crise qui s'accentue. Donc, comment on traite cette migraine? Et là, il y a effectivement un peu un souci là-dessus. C'est-à-dire que les traitements existants, ils sont relativement anciens et non spécifiques de la migraine. Alors, je fais juste, parce qu'on n'a pas de contrôle, je fais juste un petit check en ligne pour savoir si tout le monde est là. Voilà, et il y a encore plus de monde. Très bien. Hop, je reviens sur mon écran. Donc, quels sont les traitements de la migraine? Alors, ça ne veut pas changer. Hop, voilà. Premier traitement, c'est la prévention. On ne parle pas de médicaments, tout ça. On est dans la prévention, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils ont des facteurs déclenchants, ils les connaissent, et éviter bien sûr ces facteurs déclenchants et le remède qui fonctionnera le mieux. Tout ce qui est technique de relaxation, etc. On avait fait une conférence là-dessus, justement, sur la méditation, le feedback, qui fonctionnent très bien. Et il a été prouvé que l'activité sportive permettait de diminuer la fréquence des migraines, à raison d'au moins 1 à 2 heures par semaine, ce qui est relativement faisable. Ensuite, on a 2 types de traitements. Soit pour arrêter la crise, et là, on parle d'un traitement de crise qui a pour but, du coup, de la stopper. Donc, diminuer son intensité et diminuer sa durée. On a des traitements qui sont non spécifiques de la migraine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été développés pour la migraine, donc comme le paracétamol, l'aspirine, etc., qui peuvent fonctionner chez certains patients, et des traitements spécifiques comme les triptans. Les triptans, je pense que la majorité des patients migraineux, sont sous triptan. Le problème, c'est qu'on a une sorte de capital triptan. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le triptan peut entraîner ce qu'on appelle des céphalées par abus médicamenteux. Donc, l'excès en fait de cette substance va faire que le patient va redéclencher des céphalées, voire des crises de migraine. Et là, c'est très compliqué parce que du coup, on a des patients qui ont un seul traitement efficace qui est le triptan, et finalement, ils ne peuvent pas en prendre autant qu'ils veulent, parce que même si l'hépatotoxicité est faible, finalement, derrière, le risque, c'est que le triptan entraîne l'aggravation des crises de migraine. Et ça, on veut l'éviter à tout prix. Donc, pour l'éviter, les médecins vont donner des traitements de fond. Et là, le traitement de fond, il a pour but de diminuer la fréquence des crises. On en a des non spécifiques, et essentiellement des non spécifiques, et c'est bien là le problème. Le propranolol, qui est très souvent pris, des antiépileptiques, des antidépresseurs qu'on va prescrire aux patients. Alors, pourquoi on donne comme ça du propranolol? Pourquoi on donne des antiépileptiques, des antidépresseurs? La vérité, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi. Ce qui s'est passé, c'est que ce sont des traitements qui ont eu des autorisations de mise sur le marché pour d'autres choses, qui
au cours des années, ont montré qu'ils étaient bénéfiques dans la diminution de la fréquence des crises de migraine et qui, après, du coup, ont eu des autorisations de mise sur le marché dans le traitement de la migraine. Mais dites-vous qu'un antidépresseur, certains antidépresseurs qu'on donne aux patients migraineux, il est là parce qu'il va moduler les niveaux de sérotonine ou de certains neurorécepteurs dans le cerveau. On sait qu'il fait du bien et qu'il diminue la fréquence des crises, mais en aucun cas on donne ce traitement parce qu'on pense que le patient est dépressif. Après, il faut aussi se dire que la douleur chronique à terme entraîne aussi un état dépressif. Mais il faut bien comprendre qu'on donne ce traitement à visée de modulation des neurorécepteurs, à visée pour traiter la migraine et non pas parce que le patient est dépressif. Et des fois, si ça c'est mal expliqué, ben, le patient il va dire moi, écoutez, je ne suis pas dépressif, je vais bien, j'ai juste mal. Et je ne vois pas pourquoi on me donnerait des antidépresseurs. Donc ça voilà, il faut que ça soit compris. Un traitement de fond, ça ne s'évalue jamais en moins de 3 mois. Normalement, sur 6 mois, voire plus. Il faut laisser le temps. Il faut suivre un cahier des migraines où on note pour justement pouvoir comparer l'efficacité qu'il y a. Et puis, si l'un ne fonctionne pas, peut-être que l'autre fonctionnera. Même au sein de la même catégorie. Peut-être qu'un antidépresseur A ne fonctionnera pas, mais le B peut-être fonctionnera. Donc, il y a quand même un large panel. Le problème est effectivement qu'on va donner des médicaments qui ont peut-être des effets secondaires à des patients qui finalement à qui on souhaite traiter la migraine et n'ont pas besoin d'avoir tous ces effets secondaires à côté. Donc, beaucoup de patients se tournent vers les traitements naturels, la vitamine B2, B12, le magnésium, le coenzyme Q10, le tryptophane, sont autant de substances là que je vous ai citées qui ont fait leurs preuves scientifiquement. Les plantes aussi, particulièrement le parthénolide, qui est issu de la grande camomille, a montré ses preuves dans la douleur et dans plein d'autres choses d'ailleurs. Et les thérapies alternatives, il y a l'ostéopathie qui a commencé à montrer des choses très intéressantes, la méditation, la médecine chinoise, et ça évolue de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de patients qui sont en train de se tourner justement vers ces alternatives. Donc voilà le panel des traitements de la migraine. Et je vais juste en rajouter un. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'anticorps du CGRP et je vais terminer avec ça. Les anticorps qui sont dirigés contre le CGRP sont en train d'arriver sur le marché. Mais il y a beaucoup de débats qui sont en train d'avoir lieu entre le remboursement, le non-remboursement. Certains pays, on y a le droit, d'autres, on n'y a pas le droit, etc. Alors, pour ça, déjà, il y a des patients, des associations de patients, comme la Voix des migraineux, par exemple, qui est une excellente association qui se bat pour la reconnaissance justement de ce traitement. Le CGRP est libéré, on l'a vu, au niveau des méninges et entraîne de l'inflammation. Donc, si jamais on arrive à l'inhiber, donc on a essayé pendant un temps de faire des molécules qui allaient venir vraiment s'opposer au CGRP, on appelle ça les GEPAN. Ça a fonctionné plus ou moins, et puis après, ils ont développé des anticorps. Et un anticorps qui est dirigé directement contre le CGRP, ça peut être très efficace parce que là, vous arrêtez vraiment cette phase d'inflammation. Le problème, il est que le CGRP n'est pas qu'une simple substance pro-inflammatoire. Il est aussi un puissant vasodilatateur, c'est-à-dire qu'il va dilater les vaisseaux sanguins qu'on a vus au sein des méninges. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début, quand on essayait de comprendre la physiopathologie de la migraine, on pensait que la migraine, c'était une dilatation des vaisseaux, parce que c'est ce qu'on voyait en imagerie. Et en fait, là, maintenant, on comprend que en fait, c'est quelque chose de secondaire, finalement, à la libération de CGRP. Donc, ce CGRP, ces anticorps du CGRP, qu'est-ce qui se passe?
il est que l'American Headache Society a dit on va faire attention avec cette substance. Et elle a établi des critères. Elle a dit ben, les anticorps du CGRP, on va les autoriser pour les migraineux chroniques, donc 15 jours de céphalée par mois, qui 8 correspondant aux critères dont 8 correspondant il faut qu'ils soient qui correspondent aux critères de la migraine et qui soient effectivement en échec thérapeutique d'au moins 2 traitements conventionnels. Alors ça a peut-être évolué, parce que ça va très vite, là ça date de 2019, mais globalement là il y a un débat qui se fait parce qu'il y a certains pays qui les ont autorisés et nous on a la Haute Autorité de Santé qui dit attention, non, on n'autorise pas encore le remboursement, on ne l'autorise pas encore pour tous les patients. Alors, je vais pas rentrer dans ce débat parce qu'il y a du pour, il y a du contre et ça serait trop compliqué. Mais il y a juste une réflexion qu'il faut avoir, c'est de se dire, c'est un puissant vasodilatateur. Mais ça sert à quoi un vasodilatateur? Et en fait, dites-vous qu'un patient maintenant qui prend des anticorps du CGRP toute sa vie ou pendant des années, et un jour se passe dans le cerveau un petit accident ischémique, une artère qui vient se boucher, quelque chose comme ça, qui souvent est transitoire. Le cerveau, lui, naturellement, il va réagir en disant « Oula, j'ai une artère bouchée à ce moment-là, je vais libérer massivement du CGRP, dilater tous les vaisseaux qu'il y a autour, et comme ça, je vais protéger mon nerf cérébral. » Sauf que maintenant, s'il est incapable de libérer du CGRP, quelles vont être les conséquences? Je ne sais pas, personne ne le sait. Parce que ce sont des anticorps qui viennent juste d'apparaître. On est encore en train de montrer leur efficacité en migraine. Enfin, ça a été prouvé, mais on en est à ce stade-là. Donc, personne ne peut dire qu'est-ce qui va advenir d'un patient où ça fait 2, 3, 4 ans, 10 ans qu'il est sous anticorps du CGRP. Donc, c'est pour ça que les autorités ont dit « OK, mais vraiment pour les patients qui sont dans les cas extrêmes, extrêmes, extrêmes. » Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais m'arrêter là. Et si jamais il y a quelques petites questions dans le chat, merci infiniment pour cette information claire et détaillée. Ben, c'est très sympa. Ça veut dire que le micro fonctionnait. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. On est dans le temps? Oui? Super. Parce que je n'avais pas fait avant, mais à 1 minute près. Alors, j'ai que des merci et pas de questions. Alors, c'est très sympa. C'est que ça devait être très clair. Alors, pourquoi c'est en Asie qu'il y a le moins de migraines et en Europe le plus? Alors ça, c'est une excellente question. D'ailleurs, j'ai pas Enfin, il y a plusieurs choses. Déjà, l'Asie, en fait, c'est vaste. Et il y a quand même beaucoup d'endroits où on ne sait pas faire correctement des études épidémiologiques correctes. Et donc, il y a peut-être des biais à ce niveau-là. Il y a peut-être des biais à ce niveau-là. Ensuite, le mode de vie. On sait que le mode de vie occidental, américain, que ça soit lié à l'alimentation, etc., influence drastiquement la migraine. Donc voilà pourquoi on a ces différences-là. Et puis, plus les études épidémiologiques en fait évoluent et plus c'est en train de se resserrer. Il y a quand même certains pays qui sont assez impressionnants où on a, surtout dans les pays je crois que faudra vérifier, je crois que c'est certains pays du Nord où il y a quasiment personne qui souffre de migraine. Donc, il y a aussi une part génétique, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà. Ensuite, alors maintenant, il y a plein de questions. Donc, une question sur Mixprey, tiens. On en parlera en off de ce traitement-là, qui est très bien, mais du coup, le sujet là n'est pas de parler des traitements. Il y avait une question, quelle est la différence avec la névralgie d'Arnold? Alors, la névralgie d'Arnold, on est sur quelque chose de complètement différent.
La névralgie d'Arnold, en fait, Arnold, c'est pourquoi? Parce que c'est le nom d'un nerf. C'est le nom d'un nerf qui est issu de la première cervicale, en fait, et qui vient innerver le cuir chevelu. Et donc, à la sortie de la vertèbre, si ce nerf est comprimé, c'est là où le patient va ressentir en fait des douleurs qui vont effectivement vraiment ressembler à des migraines, sauf qu'on n'est que sur de la céphalée, on n'est que sur de la douleur en fait qui est du coup d'origine musculaire en soi, et, euh, et on n'est pas du tout, on n'a pas de photophobie, de phonophobie, de nausées, de vomissements, à moins que la douleur devienne extrême. Bon, mais là, c'est autre chose. Mais, et le traitement, du coup, ne sera pas du tout avec des triptans. Et c'est là où l'ostéopathie, pour le coup, fonctionne très bien. Ou la kinésithérapie aussi. Alors. Quelle est la position de la sécurité sociale quant aux recommandations faites aux médecins généralistes concernant le traitement d'un patient migraineux? Alors, c'est compliqué parce que les anticorps la sécurité sociale, finalement, elle va se baser sur ce que va dire la haute autorité de santé. Donc, sur les anticorps du CGRP, pour l'instant, le débat est encore là. Et après, sinon, c'est la classification internationale des céphalées qui fait foi. Alors, pourquoi la luminosité accentue les auras? Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tant il faudrait que je revienne un peu sur mon schéma, mais c'est pas tant la luminosité qui va accentuer les auras. Quand l'aura, je vous rappelle, quand l'aura va arriver, c'est qu'au niveau de cet orage nerveux qu'on a vu, cette dépolarisation là qui va se faire juste avant la crise de migraine, on va toucher l'air visuel dans certains cas, pour certains patients. Et donc là, le patient va effectivement avoir cette aura visuelle qui va arriver. Et en même temps, on a dit qu'on avait un cerveau qui était en hyper-excitabilité constante. Donc maintenant, vous avez vu que pendant la crise, cette hyper-excitabilité s'emballe, et du coup, toutes les influences extérieures vont finalement être perçues par le patient comme extrêmement sensibles. On a parlé de la sensibilité à la lumière et au son, mais par contre, on peut également mentionner la sensibilité au toucher. Ça s'appelle l'allodynie, et c'est quand finalement un stimuli qui devait à la base ne pas être douloureux, comme porter des lunettes, finalement le patient n'est plus capable de porter des lunettes parce que il a une sensibilité extrême. Et c'est exactement la même chose. Est-ce que les migraineux qui ont des migraines peu régulières auront tendance à en avoir plus souvent en vieillissant? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, faute de temps imparti par les organisateurs qui est trop court. Blague à part. Non, effectivement, en fait, on a vu que les migraines, en fait, la fréquence des migraines a tendance à diminuer, en fait, avec l'âge, jusqu'à 50, 54 ans, à peu près, et après, les crises vont s'estomper. Alors, il y a la partie, parce qu'on est vraiment sur une maladie quand même très féminine, donc les variations hormonales, en fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte. À la puberté, souvent les migraines vont commencer à apparaître. Ensuite, souvent, elles se stoppent littéralement lors des grossesses. Et puis, à la ménopause, on a des fois une recrudescence, et puis après, ça se calme parce qu'on n'est plus du coup dans ce cycle menstruel et cette variation hormonale. Quand on parle, je vous rappelais la définition quand je vous disais intolérance du cerveau au changement, voilà, quand il y a un changement, là, on va avoir cette accentuation, et puis après, ça a tendance à se stabiliser, et puis effectivement, ça disparaît avec l'âge. D'où le petit conseil aussi, qui est de discuter avec votre médecin ou votre gynécologue de la contraception que vous avez. Et c'est intéressant d'avoir une contraception qui va être le plus faiblement dosée, ou ça dépend des patients, mais qui va entraîner le moins de variations
hormonale ou même avoir une contraception qui va être mécanique. C'est des choses qui méritent d'être au moins discutées avec votre médecin. Alors, je vais prendre une dernière question, je pense. Il y en a beaucoup. Peut-être qu'après, ce qu'on peut faire, vu qu'il y a quand même beaucoup de questions, c'est peut-être qu'on les reprendra et qu'on fera quand on vous enverra les replays, peut-être qu'on pourrait essayer de condenser les questions et de faire des petites réponses rapides, parce que là, effectivement, maintenant, il commence à en avoir beaucoup. Alors, si le CGRP entraîne une vasodilatation, quel intérêt que le traitement anti-CGRP soit également un vasodilatateur? Non, le traitement anti-CGRP, c'est des anticorps en soi. Donc, lui, il va juste bloquer soit la molécule CGRP, soit son récepteur, mais le traitement n'est pas vasodilatateur. C'est le CGRP qui l'est. Donc, le CGRP, il est libéré, il entraîne de l'inflammation, donc la douleur au niveau des méninges. Il entraîne également une vasodilatation. L'anticorps, lui, va stopper le CGRP, donc potentiellement stopper l'inflammation et la vasodilatation. Et parce qu'il va stopper la vasodilatation, se pose la question de qu'est-ce qui va devenir si on fait un accident ischémique alors qu'on a le corps rempli d'anticorps du CGRP. Alors, il y a plein de merci et de trucs, c'est super. Les triptans sont-ils dangereux? Beaucoup d'effets indésirables. Ce n'est pas tant les effets indésirables sur les triptans, ils sont assez bien supportés. Non, le problème, c'est vraiment d'entrer après dans de l'abus médicamenteux, de la céphalée par abus médicamenteux, où là, le seul traitement là qu'on peut proposer après aux patients, c'est le sevrage. On est obligé de sevrer le patient pendant un temps, sauf que on a vu qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Donc, comment dire à un patient, ce qui te fait du bien d'habitude, là, tu ne peux plus le prendre et c'est très compliqué. D'où l'intérêt d'avoir quand même un traitement de fond qui est bien, parce que plus le traitement de fond est efficace, moins on a de crises de migraine. Donc, potentiellement, on prend de moins en moins de triptan. Et moins on prend de triptan, plus on va pouvoir durer avec les triptans. Alors je finis avec cette dernière question. Et puis après, voilà, je vous dis, on va essayer de les rassembler. Qui consulter pour un suivi migraineux? Le généraliste a envoyé ma fille chez une neurologue qui a juste dit c'est familial, plus triptan, aucun suivi proposé. C'est un peu délicat. Le suivi, il faut effectivement, surtout pour les enfants, il faut qu'il y ait un suivi régulier. Normalement, les médecins généralistes sont tout à fait aptes à faire ces suivis. Ils connaissent les traitements, ils connaissent la migraine. Dans les cas les plus extrêmes, on envoie vers le neurologue. Et le neurologue, après, souvent, va proposer un certain type de traitement. Et puis derrière, après, le généraliste peut assurer le suivi si le neurologue ne le souhaite pas. Mais par contre, c'est important, oui. C'est important qu'il y ait un cahier des migraines, que donc, déjà vous-même, vous pouvez suivre l'efficacité de vos traitements, mais qu'il y ait quand même un suivi, surtout chez les enfants, où on a vu, chez les enfants, la migraine est la deuxième maladie la plus invalidante. On est dans des douleurs atroces et il faut les écouter, il faut les accompagner, il faut leur proposer des alternatives telles que la méditation, telles que le yoga. Et je vous invite, je finis sur ça, je vous invite vraiment à vous renseigner sur l'auto-hypnose. Donc, l'auto-hypnose, en gros, on va vous apprendre à faire votre propre hypnose. Et en fait, l'hypnose, c'est juste d'apprendre à stimuler son cortex frontal, c'est-à-dire, en fait, à stimuler en fait, l'effet placebo. L'effet placebo, ce n'est pas juste une interprétation de l'esprit. On est capable de sécréter de réelles molécules. Et ça marche extrêmement bien, l'auto-hypnose. Et s'il y a des thérapeutes qui peuvent vous apprendre l'auto-hypnose, dans la littérature, c'est quelque chose qui vraiment, vraiment a du sens. C'est valable pour la migraine et pour toutes les douleurs chroniques. Donc, je m'arrête là et je vais laisser la place au prochain intervenant. Merci à vous en tout cas.